18 novembre 1939, nous sommes donc dans les toutes premières semaines de la Seconde Guerre mondiale. Le roi Farouk, le roi d'Égypte, lit le discours du trône, une allocution qui a été préparée par son premier ministre Ali Maher Pacha, et dans laquelle le souverain doit définir la position de son pays par rapport à la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne qui a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, évidemment, 2 mois et demi plus tôt. Ce discours du roi Farouk est très attendu, car depuis plus d'un demi-siècle, les Britanniques sont présents, c'est le moins qu'on puisse dire, sont omniprésents en Égypte. Même si l'indépendance du pays a été proclamée en 1922, Albion, si j'ose dire, conserve une sorte de mainmise dans des secteurs clés, notamment militaires. Une question est alors sur toutes les lèvres. L'Égypte va-t-elle déclarer la guerre à son tour, dans le sillage de l'Angleterre, la guerre aux puissances de l'Axe, donc à l'Allemagne et l'Italie essentiellement? La mine grave, la voix ferme, Farouk déclare, je le cite, « L'Égypte, qui aspire à la paix et croit fermement à ses bienfaits, a compris que son alliance avec la Grande-Bretagne raffermirait cette paix et la consoliderait en Orient. Notre allié étant descendu dans l'arène pour défendre le droit, l'Égypte ne pouvait pas ne pas se dresser pour remplir son devoir. Elle l'a fait sans hésitation, fidèle à la parole donnée. Notre allié recevra donc de notre part toute l'assistance possible. » Bon, ben voilà, ce que tout le monde voulait entendre, c'est clair. Il faut l'imaginer, ce roi Farouk, qui est grand, athlétique, il a une certaine tendance à l'embonpoint déjà, il n'a que 19 ans. Il règne sur l'Égypte depuis 3 ans et malgré ce jeune âge et ce manque d'expérience évident, il est le souverain de ce chapitre essentiel de l'histoire de son pays. Et l'Égypte ne tarde pas d'ailleurs à devenir l'un des théâtres du conflit entre les forces de l'Axe et les Alliés. Alors qui est-il, ce jeune Farouk ? C'est le fils du roi Fouad, qui est mort en 1936. Il a connu une enfance un peu tristounette, il faut bien le dire, cloîtré avec ses sœurs au palais royal d'Abedine. Son éducation a été stricte. Gilbert Sinoué l'a raconté dans Le colonel et l'enfant roi, je cite, « L'existence de Farouk est conforme à celle de tout prince héritier. Réveil à 6 heures du matin, culture physique sous la tutelle d'un professeur de gymnastique français. Puis commence le défilé des précepteurs. Son père tient particulièrement à ce que Farouk maîtrise la langue arabe, langue que lui-même ne parle pas. Étonnante situation que celle d'un monarque qui gouverna un pays dont il ne comprenait pas la langue. » Alors, le jeune Farouk va suivre ses études en Angleterre, il a 15 ans. Il est dans une académie militaire, bien entendu, et ce statut d'héritier de la couronne d'Égypte le conduit à diriger la délégation égyptienne aux funérailles du roi George V. George V qui meurt en janvier 1936, c'est toute l'époque, vous savez, de la crise dynastique en Angleterre. Mais c'est également à Londres qu'il apprend la mort de son père. Il est en train de prendre un cours d'équitation à ce moment-là. Et le voilà donc devenu roi d'Égypte, si vous voulez. Il rentre très vite, il est très populaire, c'est Farouk le bien-aimé, bien entendu. Il parle, lui, couramment l'arabe, il est très pieux, ce qui plaît au peuple égyptien. Il a d'ailleurs toujours un exemplaire du Coran sur lui. Tout réussit donc à Farouk, qui a dompté le parti principal, Wafd, en pleine déroute électorale. Il a entrepris rapidement de grandes réformes, notamment une réforme agraire. C'est une réforme d'ampleur, mais aussi le développement des communications, la construction d'hôpitaux. Il travaille dans le sens de l'hygiène, etc. Il fait fabriquer des écoles également, bref. Il est marié à Safina Zulfikar, qui est la fille d'un conseiller à la cour d'Alexandrie, qui est la nièce du Premier ministre, et qui va donc devenir la reine Farida. Farouk profite de la vie, ça il faut le dire, c'est l'image qu'il a laissée chez nous en Occident. Il fréquente les grands restaurants, les dancing, il aime les voitures de luxe, il en possède 25, des véhicules incroyables. Pour son mariage, il a reçu en cadeau une Mercedes de la part d'Adolf Hitler. Il conduit ses bolides à toute allure, il faut l'imaginer là, seul au volant de sa voiture, qui se rend à Alexandrie pour assister incognito aux cérémonies de la fête de la naissance du prophète. C'est un homme qui mord dans la vie à belles dents, si je puis dire. Il est gourmand d'ailleurs, il raffole notamment du chocolat, même si ses médecins l'ont mis en garde contre ce genre d'abus. Donc un début de règne qui est celui d'une indépendance assez marquée vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Le pays est indépendant officiellement depuis 1922 et il y a eu ce traité d'août 1936 qui a accentué l'autonomie et l'indépendance. On peut dire de Farouk qu'il est également assez ombrageux de l'indépendance qu'il manifeste à l'égard des autres puissances étrangères.
Il y a eu cette convention de Montreux qui a fait que les puissances qui s'étaient partagées l'Égypte ont perdu une grande partie des privilèges financiers, judiciaires, etc. dont elles bénéficiaient. L'Égypte a désormais un siège à la Société des Nations, un siège à l'Organisation internationale du travail. L'Égypte est en train de devenir un pays souverain, pleinement souverain, à part entière. Il y a ce traité de 1936 derrière lequel on s'abrite, mais qui, disons-le, en fait, est plutôt un trompe-l'œil, puisqu'il permet aux Anglais de maintenir des troupes pendant 20 ans dans la zone du canal de Suez. Ça vous rappelle quelque chose, ça, 36 et 20, ça va faire 56, évidemment, ce sera la crise de Suez, bien sûr. L'Égypte devra mettre au service de Londres son territoire, ses infrastructures en temps de guerre. Et cette guerre est donc déclarée le 3 septembre 1939. L'Égypte, dans cette condition, dans ce contexte, applique les clauses militaires du traité. Le pays est tenu de mettre à la disposition des Anglais ses ports, ses aérodromes, ses voies de communication, etc. Et dans le cadre de sa souveraineté, le pays n'en est pas moins tenu de prendre des mesures de sécurité comme la censure, la loi martiale, l'internement d'un certain nombre des sujets jugés dangereux pour leur appartenance soit politique, soit nationale, tout simplement. Bref, le roi Farouk va tout faire pour libérer son pays de cette emprise anglaise qu'il ressent comme une sorte de défi personnel, et il va le faire jusqu'à se mettre en danger. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie du roi d'Égypte Farouk durant la Seconde Guerre mondiale. Vous disiez juste avant la pause que les Anglais étaient présents depuis plusieurs décennies dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand et surtout pour quelles raisons ils sont là, les Anglais ? Je ne vais pas remonter jusqu'à l'expédition de Bonaparte en Égypte. Il faudrait parler de ce qu'on appelle la question d'Égypte depuis 1840. Il y a eu toute l'histoire de la construction du canal également, dans les années 60. En 1876, l'Égypte se déclare en faillite car le khedive Ismail Pacha a souscrit toutes sortes des emprunts massifs à l'étranger, notamment pour finir justement les travaux de creusement du canal de Suez, et ces emprunts, il ne peut plus les rembourser. Le gouvernement d'Ismail Pacha est à ce moment-là placé sous la tutelle d'une caisse de la dette, et des Européens, se voient confier les ministères des Finances, les ministères des Travaux publics, etc. Ça s'appelle une mise sous tutelle dans la pratique. Ismail Pacha, sous la pression de la rue, va renvoyer quand même ses ministres, seulement les créanciers l'obligent à abdiquer au profit de son fils qui confie l'administration du pays à un condominium franco-britannique. Ai-je besoin de vous rappeler que depuis des siècles, l'Égypte est de toute façon dans l'orbite, bien sûr, de l'Empire ottoman. Il y a toute l'histoire de l'Empire ottoman. Bref, en 82, une manifestation va dégénérer, des Européens sont assassinés, ça fournit à la Grande-Bretagne un prétexte pour intervenir, officiellement pour ramener l'ordre. Le 2 août 82, donc, les troupes britanniques débarquent à Alexandrie, c'est la date à retenir, et c'est le début de cette Égypte anglaise que nous connaissons dans les romans d'Agatha Christie, si vous voulez. Les Anglais ont les meilleurs emplois, contrôlent tous les postes de l'armée, des douanes, des finances, des travaux publics, de la police, etc. En 14, l'Égypte devient carrément protectorat anglais, et le 28 février 22, donc, le pays est indépendant, mais avec une influence britannique colossale. Avec la guerre, les Anglais espèrent renforcer leur contrôle sur l'Égypte, parce que la situation n'est pas à leur avantage. Je parle de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Mussolini lance au début de l'année 1940 une offensive depuis la Libye contre des Anglais installés en Égypte. Et ça, c'est une situation qui n'est pas pour déplaire à Farouk, qui se dit qu'après tout, ce serait peut-être un moyen de desserrer un peu l'étau. Il espère clairement une victoire de l'Allemagne qui promet l'indépendance. Hitler joue sur tous les tableaux, comme d'habitude. Et Farouk déclare « Je passerai pour un traître, je ne suis pas un roi fantoche ». Il peut compter sur le prince Abbas Halim, qui a été le compagnon d'armes de Göring pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça la vérité. Le roi Farouk pense même déjà à l'après-guerre. Il songe à une grande Égypte qui annexerait le Soudan, à une arabisation plus importante. Il pourrait même imposer l'usage de l'arabe dans les documents officiels. Les sociétés étrangères seraient à ce moment-là obligées de publier leurs rapports, de tenir leurs comptes en arabe, etc. Mais le roi Farouk, disons-le, est dans une position délicate. Il craint d'être renversé à tout moment. Dans la famille royale,
où il y a toutes sortes d'affaires complexes, même des complots, des dissensions sans nombre. Certains ne partagent pas du tout les convictions du roi et penchent du côté des Anglais. Il y en a qui vont ouvertement soutenir le général de Gaulle, le chef de la France libre. Et dans tout le pays, parce que les Français, je parle beaucoup des Anglais, mais il faudrait parler de la présence française, qui n'est pas négligeable pour autant. Dans tout le pays, les troupes alliées sont présentes, notamment au Caire. Je cite Caroline Curran, « Le Caire est devenu une ville de garnison pleine à craquer d'uniformes divers, une sorte de Babel du monde libre. » C'est comme ça qu'il faut l'imaginer, cette Égypte de la Seconde Guerre mondiale. Dans les rues, dit-elle, on croise des milliers de soldats britanniques et des Dominions. On croise aussi des Américains, des Français, des Grecs, des Polonais, des Belges. Plus encore, le roi Georges de Grèce et le roi Pierre de Yougoslavie s'y sont établis avec leurs gouvernements respectifs. Ça va devenir une des spécialités de Farouk, recevoir toutes les têtes couronnées déchues. Et Dieu sait que dans ces années 40, il va y en avoir pas mal. On va chez Farouk quand ça se passe mal. Et le roi d'Égypte joue le jeu. Début 41, il reçoit le général Catroux, l'un des premiers à avoir rejoint De Gaulle. Quelques semaines plus tard, De Gaulle est accueilli par le prince Mehmet Ali Taoufik, et aussi par le président du Conseil égyptien d'ailleurs. Et on peut dire que malgré cette grande confusion, Farouk reste populaire. On le voit détendu lorsqu'il vient déjeuner au club des officiers. D'ailleurs, il invite volontiers des gens anonymes à s'installer avec lui pour parler. C'est un homme très sympathique et très liant. Au début de l'année 42, une grande partie de la flotte britannique, mouillée en Méditerranée, est transférée dans l'océan Indien pour essayer de contrer la progression japonaise dans le sud-est asiatique. Et du coup, ça va améliorer la situation des forces germano-italiennes en Afrique du Nord. Les blindés de Rommel vont progresser. Vous connaissez toute cette histoire, l'histoire de l'Africa Corps, que nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer ici. Les Anglais suspectent plus que jamais Farouk et son entourage d'une alliance, même si ce n'est qu'une alliance objective avec les forces de l'Axe, et ils vont trouver le Premier ministre Ali Maher Pacha, qui est certes très complaisant pour l'Axe, et il demande au roi Farouk de limoger son Premier ministre. Et là, Farouk refuse. Réaction britannique, elle est rapide. Dans la soirée du 4 février 42, à 21h, des chars d'assaut anglais encerclent le palais royal d'Aberdeen. Des milliers de soldats britanniques se mettent à garder le roi Farouk. Il se trouve maintenant sous surveillance et un char s'avance, enfonce les portes du palais, suivi d'une automobile dans laquelle ont pris place l'ambassadeur qui s'appelle Miles Lampson et le général Stone qui commande en chef les forces britanniques d'Égypte. Les deux hommes descendent de la voiture, précédés de 8 officiers revolver au poing. Les troupes britanniques désarment la garde royale, cernent la caserne et de toutes les casernes de l'armée égyptienne, les postes de police, stations de radio, etc. Tout est occupé par les Britanniques en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, liaison téléphonique coupée, et l'ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté entre donc dans le cabinet du roi d'Égypte. Le général Stone se tient derrière lui, avec donc les 7 officiers anglais munis de leurs revolvers qui restent là à la porte du cabinet, et l'ambassadeur va lancer au roi un véritable ultimatum. Soit il nomme le chef du parti Waft le plus hostile aux forces de l'Axe, qui s'appelle Naas Pacha, soit il nomme Naas Pacha chef de gouvernement, soit il n'a plus d'autre solution qu'abdiquer. Et après pas mal d'heures, c'est une entrevue très complexe, Farouk va prendre sa décision. Il nomme Premier ministre le fameux Naas Pacha. Quelques jours plus tard, lors d'une chasse avec l'ambassadeur du roi des Belges, Farouk se compare au roi Léopold III, prisonnier des Allemands, et il déclare « Vous verrez qu'après la guerre, il ne restera plus que le roi de carreau, le roi de cœur, le roi de pique, le roi de trèfle et le roi d'Angleterre ». Ça donne, je trouve cette phrase très forte, et elle nous donne une idée de la haine qu'est en train de développer Farouk à l'égard de l'ancien protecteur. Le futur président Sadat, qui à l'époque est un tout jeune officier, écrit dans « Révolte sur le Nil », je cite Sadat, « Le 4 février 1942 laissa des traces indélébiles dans la vie de Farouk. Depuis ce jour, il changea totalement et cette métamorphose fut même si radicale et si rapide qu'elle amena très vite les patriotes à désespérer de lui. Blessé dans son orgueil, Farouk subit ce jour-là un choc cérébral qui est à l'origine d'une dépression nerveuse chronique. Cette humiliation s'ajouta pour lui à d'autres motifs psychologiques d'affliction. Instable, inquiet, il devint le jouet des pires folies.
Hanté de nostalgie dont seul un psychiatre pourrait faire le diagnostic, il est la proie d'inhibitions qui le rendent irascible et violent, un complexe de frayeur. Il dort le jour, il vit la nuit. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, nous sommes au cœur de l'histoire du roi Farouk cet après-midi sur Europe 1. Vous nous emmenez effectivement au cœur de son règne pendant la Seconde Guerre mondiale, un règne où il y a une vraie animosité entre le roi Farouk d'Égypte et les Anglais. Oui, voilà. Et tout ça avec une popularité qui, pour l'instant, n'est pas atteinte, si vous voulez. Le roi passe pour la victime des Anglais, d'une certaine manière. Puis alors, avec El Alamein, bien entendu, à l'automne 42, les Alliés repoussant les forces de l'Axe, inutile de vous dire que les Anglais sont plus que jamais chez eux, au Caire et à Alexandrie. Et évidemment que pour le roi Farouk, c'est assez difficile. Il a été obligé, je vous l'ai dit, de nommer un Premier ministre beaucoup plus docile à leur égard. Il va se faire décerner à ce moment-là le titre de protecteur de l'islam. C'est sa façon de rester en contact, si je puis dire. Et dans le même temps, la réputation de Naas Pacha, de ce fameux Premier ministre, et de son parti, donc le parti Waft, sont écornées à cause de toutes sortes de révélations, corruption à tous les étages, transactions pour le moins suspectes, etc. Au petit matin du 6 novembre 43, le roi Farouk est au volant de sa Mercedes, donc la fameuse Mercedes dont je vous parlais, offerte par Hitler pour son mariage, et il va percuter un camion militaire anglais à hauteur de Cassassine, ça se prononce. Hein. Il est hospitalisé 3 semaines dans un hôpital militaire anglais et officiellement les blessures ne sont que bénignes. Un communiqué va parler d'une petite fissure dans le bassin osseux gauche avec des contusions légères. Voilà ce que nous dit Caroline Curran. La rumeur d'un attentat anglais est immédiate et persistante. Cette hypothèse mérite d'être examinée car depuis que les Britanniques occupent l'Égypte, ils n'ont pas hésité à écarter du pouvoir tout souverain qui s'opposait à leur hégémonie. Le khedive Abbas II, qui tout au long de son règne lutta contre les abus anglais, fut destitué en 1914 grâce à une situation politique propice, du fait qu'il se trouvait en Turquie à la déclaration du conflit. Son oncle et successeur, le sultan Hussein, se considérait comme plus tard Farouk, prisonnier des Anglais, et sa mort fut si suspecte qu'on soupçonna un empoisonnement, sous-entendu un empoisonnement des Anglais. L'accident de Farouk est vite oublié. Il va renvoyer, dans la foulée, Naas Pacha, qui aurait caché une épidémie de malaria en Haute-Égypte. Il nomme un nouveau Premier ministre et désormais, il a les mains libres pour arabiser le pays, pour poursuivre les réformes qu'il avait entreprises juste avant la guerre. C'est un retour en grâce, si vous voulez, pour Farouk. Le 26 novembre 1944, il reçoit longuement le général de Gaulle. De Gaulle, en 44, novembre 1944, est devenu président du gouvernement provisoire de la République française. Et de Gaulle décrit le roi égyptien comme prudent, bien informé et vif d'esprit. Intéressant quand même. Les Anglais sentent qu'ils sont en train de perdre du terrain, qu'ils n'ont plus que l'argument de la menace communiste maintenant pour justifier le maintien dans le pays de troupes britanniques seulement. Depuis l'accident de voiture qu'a subi le roi en novembre 1943, certains n'ont pu s'empêcher de remarquer dans le comportement du monarque certains changements. Il y a des sautes d'humeur, il y a un changement de personnalité, il est de plus en plus taciturne, de plus en plus pessimiste. Dans la famille royale, certains se mettent même à parler de folie et d'autres affirment que Farouk aurait été enlevé et qu'en vérité ce n'est plus lui qui est là. Ce serait un sosie, ça vous donne une idée quand même du délire où on est arrivé. Et c'est vrai que physiquement le roi a changé d'ailleurs, il a pris beaucoup de poids, dû en partie à sa consommation de limonade sucrée du matin au soir. Il porte de plus en plus souvent des lunettes noires qu'il finira par porter tout le temps. C'est quelqu'un d'un peu bizarre, le roi Farouk, on va en parler dans un instant avec Gilbert Sinoué, mais vous savez qu'il était kleptomane notamment, on a beaucoup parlé de ça. En 1944, le corps du Shah d'Iran mort à Johannesburg, le père du dernier Shah d'Iran, celui que nous connaissons, son corps est rapatrié via l'Égypte et au cours de l'escale du Caire, Farouk demande à être laissé seul avec le cercueil du Shah d'Iran. Et lorsque le cercueil arrivera à Téhéran, l'épée extraordinaire, complètement sertie de bijoux qu'on avait placée aux côtés du défunt, cette épée est déclarée manquante, si vous voyez ce que je veux dire. Et le cercueil a toujours été totalement surveillé, bien entendu, sauf pendant les quelques minutes où le roi Farouk est resté seul aux côtés du défunt Shah. Bref.
L'état du roi suscite de plus en plus de rumeurs. On ne parle plus que de ça, pour tout vous dire. Il y a énormément de femmes qui prétendent avoir eu avec lui des aventures. On commence à le considérer comme un roi dépravé. Certains affirment même qu'il aurait fait assassiner ses rivaux, voire même ses conquêtes. Il y en a une, elle s'appelait Camélia, et qui meurt dans un accident d'avion des années plus tard. Et ça va alimenter des bruits qui sont de plus en plus inquiétants autour de la personne du roi Farouk, dont maintenant on peut dire que l'image s'est beaucoup ternie. Il a été soutenu et aimé par son peuple, ce roi. C'était Farouk le bien-aimé, effectivement. Il n'est plus désormais que Farouk le mal-aimé, et les circonstances vont bientôt nous montrer jusqu'où va la colère des Égyptiens. Bonjour Gilbert Sinoué. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire à nos auditeurs, c'est que vous avez parmi vos proches, c'était votre parrain, qui a été comment est-ce qu'on peut dire, le confident, le bras droit, l'homme de confiance du roi Farouk. Absolument, c'était une histoire assez incroyable qui vaudrait écrire un roman. Le père, il s'appelait Antonio Pulli. Le père d'Antonio était l'électricien au Caire, il avait une petite entreprise électrique. Et il était convoqué au roi chaque fois qu'il y avait une panne dans le palais. Et le petit Antonio, qui avait 14-15 ans, l'accompagnait à ce moment-là. Et évidemment, il réparait les jouets du futur roi Farouk, qui avait le même âge que lui. Ça crée des liens, forcément. Hein. Ouais, il avait, disons, 3 ans de moins. Et donc, les deux garçons se sont connus à ce moment-là. Et quand Farouk est devenu roi, à l'âge de 16 ans, il a pensé à son vieux copain, ou son jeune copain Antonio, et il lui a dit « Je veux que tu viennes ici, je n'ai confiance en personne. Toi, je te connais depuis que j'ai 12 ans. Je sais que tu n'as aucun intérêt à vouloir me duper. » Et il a eu envie de le prendre comme secrétaire, bras droit, tout ce qu'on peut imaginer. On a même dit d'Antonio pique-pendre, on a raconté qu'il était le proxénète du roi, que chaque fois que le roi avait posé son regard sur une belle femme, il envoyait Pulli, Antonio la chercher, ce qui est totalement faux. Alors, cet Antonio Pulli aurait pu écrire ses mémoires, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Il a eu des ponts d'or qui lui ont été amenés par des magazines comme Time, etc., des éditeurs. Il a toujours refusé parce que, comme on disait hors antenne, il faisait encore partie de ces gens qui estimaient que la noblesse exigeait qu'on ne raconte pas l'intimité de ceux qu'on a connus, ou alors il faudrait raconter le versant noir et le versant lumineux, et il ne voulait absolument pas raconter la face cachée ou sombre du roi Farouk. Il ne voulait pas le coucher tout ça par écrit, mais vous, il vous a fait des confidences. Il m'a fait certaines confidences, et entre autres celle de l'abdication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que à partir de 52, il y a le coup d'État qui est organisé par ce qu'on a appelé les officiers libres, Nasser entre autres, et on a demandé au roi donc d'abdiquer et de partir, mais il n'y a pas eu de violence, ça s'est passé, il n'y a pas eu un seul mort. Une révolution absolument admirable, si on peut dire. Et le roi pouvait partir avec ses valises et sa famille, etc. Et le roi exigeait que Antonio l'accompagne dans son exil. Et Nasser a refusé, parce qu'il voulait garder Antonio au Caire en otage pour lui tirer les vers du nez. Parce que tout le monde était persuadé que le roi avait planqué une fortune colossale dans les banques étrangères, ce qui était totalement faux. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et donc ils disent non, Antonio reste. Et là Farouk dit non, s'il reste, je ne pars plus. Et il y a eu un moment de très grande tension. Et là, je vous raconte ça, c'est vraiment assez étonnant. Antonio a senti que ça allait mal tourner, ça pouvait devenir très violent, et il est allé se sacrifier. C'est-à-dire qu'il est allé voir le roi et lui dit « Majesté, je ne pars plus. Je veux rester ici, ma famille est ici, je ne pars plus. » Et le roi a pris ça pour une trahison. Il n'a pas compris, en fait, que l'autre essaye de sauver la situation. Et ce n'est que des années plus tard que les deux hommes, le roi et Antonio, se sont vus à Rome, et il lui a dit la vérité. Je suis parti, je suis resté pour vous sauver la vie, en fait. Alors c'est notamment à travers cet éclairage assez inédit que nous allons essayer de retracer maintenant la vie du roi Farouk. Je n'ai évoqué, moi, que les quelques années de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu un Farouk d'avant la guerre, et puis il y aura aussi un court règne d'après la guerre. Nous verrons dans un instant l'un et l'autre. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Émission consacrée au roi Farouk. Cet après-midi, Franck Ferrand, nous faisons connaissance avec ce souverain. Vous vous êtes intéressé à son règne pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons aller plus loin avec votre invité. Vous recevez l'écrivain Gilbert Sinoué. Il est notamment l'auteur du Royaume des deux mers, paru il y a quelques jours chez De Noël. Oui, nous en parler dans un instant. On va dire un mot de ce livre, Le Royaume des deux mers. Gilbert Sinoué est aussi l'auteur du Colonel et l'enfant roi. Vous nous racontiez une enfance difficile, l'enfance du roi Farouk. Vous savez, on a dit pique-pendre sur le pauvre roi Farouk, on l'a comparé à Caligula, et que sais-je. En fait, c'est un très gamin petit Caligula, de 16 ans qui va se retrouver, qui a vécu dans une solitude épouvantable dans ce grand palais, un peu dans l'esprit de Buckingham, avec personne autour de lui, sauf une nurse suédoise et des nurses britanniques. Effectivement, la nurse en question avait un portrait de son neveu, Yann, sur sa table de chevet, et Farouk avait coutume de dire « Je n'ai qu'un seul ami dans ma vie, c'est Yann ». Le portrait de ce gamin qui avait 14-15 ans, etc. Sa mère, il ne la voyait pas. Elle était dans le harem, puisque les harems existaient encore à l'époque. Le roi Fouad l'avait carrément cloîtré, isolé pendant 17 ans, 16 ans, donc pratiquement jusqu'au moment où Farouk va devenir roi. Il n'avait aucune affection, aucune tendresse. Alors pour revenir ce roi, un mot peut-être de ce roi Fouad, alors justement. Fouad était un homme absolument exécrable, d'une dureté impitoyable, sans aucune, il n'y avait aucune humanité chez cet homme-là. Voilà, il dirigeait. Voilà. Bon, il parlait pas l'arabe. Imaginez donc un que roi. parlait-il d'ailleurs? Précisez-nous. Voilà. Le turc. Et on dit un peu d'albanais. Enfin, c'est une fausse réputation puisqu'il n'y a aucune once de sang albanais chez Farouk. Ils sont descendants de Mehmet Ali, lequel était turc à part entière. Donc voilà, il a vécu une enfance très dure. Vers l'âge de 15 ans, son père décide de l'envoyer à Woolwich en Angleterre pour parfaire son éducation militaire. Il reste très peu de temps et on lui annonce la mort de son père. Il revient en Égypte. Et il a ce pays qui est pris entre le marteau et l'enclume, entre la présence britannique qui est là depuis 70 ans, et un horrible bonhomme qui s'appelle Miles Lampson, qui est le haut-commissaire britannique, qui est une espèce de type épouvantable, très sûr de lui, qui surnomme le roi de Kid, le garçon. Le gamin, même, il y a ça veut cette dire, scène oui. Le gamin. Il y a cette scène d'ailleurs que vous avez très bien relatée où Lampson déboule dans le bureau du roi Farouk avec un revolver à la main. Il lui dit vous abdiquez, etc. Et là, c'est un moment très important quand même parce que tous les gens qui ont relaté cette scène se sont dit il y avait là pour Farouk l'occasion de tourner la page complètement. Il aurait dû dire j'abdique. Et dire au peuple égyptien, voilà pourquoi j'abdique, je ne veux pas me plier. Et fait de vérité totale. Voilà. Et là, Nasser n'aurait jamais vu le jour. C'était impossible. Il n'y aurait jamais eu de révolution, parce que le peuple égyptien aurait fait barrage pour protéger son roi. Ce sont des moments de l'histoire où tout se joue sur 10 minutes. Eh oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il a... Là, en l'occurrence, on va dire sur 2 heures, puisque ça a duré 2 heures, cet entretien fini, là. Donc voilà, c'était un garçon très seul, très malheureux. Alors on a parlé de ses conquêtes féminines, évidemment, qu'il adorait les femmes, c'est absolument vrai. Mais au dire de celles qui l'ont connu, si j'ose dire charnellement, c'était pas un homme très porté sur la chose. C'était quelqu'un qui avait un infini besoin de tendresse. Voilà. Il aimait les belles femmes. Et nombreuses femmes ont dit que dans le lit, elles ne partageaient rien d'autre que des câlins. Il n'avait pas c'était pas du tout c'était un coureur de jupons virtuel, si j'ose dire. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Farouk? Il n'était pas prêt. On peut dire quand même que lorsqu'il devient roi, il n'est en rien entouré comme il devrait l'être. Il est très mal entouré. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un mot qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque le roi Farouk, quand on prend tous les chapitres de cette drôle d'existence, c'est solitude. C'est un homme très seul. Solitude, très seul. Je vous dis, à part le brave Antonio qu'il a suivi pendant toutes ces années, il n'avait personne d'intéressant. Comment expliquer qu'on ne l'ait pas préparé à régner davantage ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est le Fouad n'a imaginé la succession que trop tard. Il se voyait encore vivre plus de longues années, et c'est vers l'âge de 15 ans, tout à coup, qu'il se ressaisit. En fait, il avait une éducation de prince.
Il avait des précepteurs, on lui apprenait l'anglais, il parlait couramment le français. Mais lui qui a appris l'anglais, qui a vécu dans une Égypte très largement britannique. Cosmopolite surtout. Cosmopolite, mais sous forte domination britannique. Absolument. Qui est allé donc dans cette académie militaire britannique, qui était conseillée par des gens pro-britanniques et pour cause. Et qui d'ailleurs, au départ, j'ai lu tout à l'heure la phrase très claire du fameux discours du trône de 1939, où il dit très clairement, en novembre 39, l'Égypte se battra avec l'Angleterre, aux côtés de l'Angleterre, etc. Comment expliquer qu'il ait eu cet attrait pour l'Axe ? Est-ce qu'il a vraiment souhaité la victoire des troupes allemandes ? Mais absolument, Franck. Il était. Savez-vous que dans les rues du Caire, il y avait des manifestations. Vous savez que Rommel était pas loin. Mussolini était dans le coin aussi, en Libye, et il y avait des manifestations au Caire. C'est pour vous dire, où les gens criaient Viva Moussa El Nil, Mussolini. C'était le Moïse du Nil, c'est comme ça qu'il l'appelait. Moussa el-Nil, c'était le Moïse du Nil. Moussa el-Nil. Donc les Égyptiens rêvaient de voir les forces de l'Axe débarquer. Parce que ça les aurait libérés des Anglais, c'est ça l'idée. Bien sûr, mais vous savez que Sadat, qui était un pro-force de l'Axe invétéré, avait à un moment donné loué ou emprunté un avion et avait tenté d'aller à la rencontre du maréchal Rommel. D'ailleurs, Sadat était un espion à la solde des Allemands. Il a été mis en prison et arrêté à un moment donné. Donc l'Égypte était pro-force de l'Axe. Le roi rêvait de voir les Allemands débarquer. C'était pas pour autant qu'il était nazi. Non, bien sûr. Il voulait surtout se libérer de la tutelle anglaise. Absolument. Alors, nous allons voir ce que la décision de 1942, ce que la décision du roi de se maintenir au pouvoir va avoir comme conséquence, parce que d'un seul coup, ce roi populaire, ce roi aimé de ses sujets parce qu'il parlait arabe, parce qu'il était entre guillemets moins turc que son devancier de père, ce roi va devenir petit à petit la bête noire du peuple égyptien. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du roi Farouk cet après-midi, au cœur de l'histoire de l'Égypte, et nous allons comprendre grâce à votre invité Franck pourquoi le roi Farouk est passé de roi adoré à roi détesté. Vous recevez l'écrivain Gilbert Sinoué. Il est l'auteur du Colonel et l'enfant roi chez Lattès et auteur du Royaume des Deux Mers, paru il y a quelques jours chez De Noël. Le Royaume des Deux Mers nous emmène dans une autre grande civilisation antique. Nous partons sur les traces, j'allais dire, de Gilgamesh. Vous nous parlez de la Mésopotamie, Gilbert Sinoué. C'est surtout un livre qui est inspiré de la légende de Gilgamesh et d'une civilisation absolument incroyable que je ne connaissais pas. C'est donc une découverte d'une certaine manière. Totale, qui s'appelle Dilmun et qui a régné pendant près de 2000 ans avant notre ère sur cette île, ce pays mal connu qui s'appelle Bahreïn. Donc c'est l'histoire antique de Bahreïn en fait. Exactement, c'est assez étonnant. J'ai découvert ça avec une équipe d'archéologues et j'ai eu très envie de relater cette expérience. Donc l'histoire de Bahreïn à la plus haute antiquité s'appelle Le Royaume des Deux Mers et c'est édité chez De Noël. Revenons à notre roi Farouk, qui a très mauvaise réputation. En Angleterre, n'en parlons pas. Comme vous le disiez, c'est une sorte de Caligula. En France, on est un peu plus mesuré, mais quand même, on a l'image d'une espèce de poussah extrêmement peu sûr de lui et entièrement adonné à ses plaisirs. C'est l'image que nous en avons. Oui, mais je crois qu'il n'a rien fait pour arranger cette image. Parce que même après la Révolution, même après 52, lorsqu'il est exilé, il commence par partir à Capri. Il fait encore la fête, je veux dire, c'est quand même incroyable. Il avait des moyens un peu gigantesques aussi, évidemment, ça faisait rêver à l'époque. Écoutez, non, paradoxalement, non. Je pourrais vous raconter une autre anecdote, mais il n'avait pas du tout transféré ses lingots d'or en Suisse ou au Liechtenstein comme on le croit. Il a été, c'est le roi d'Arabie Saoudite à l'époque qui a pris la famille royale Farouk en charge, et c'est le prince régnier qui lui a donné la nationalité monégasque. Alors justement, avant que le roi d'Arabie et le prince de Monaco s'occupent de lui, si je puis dire, lui-même avait reçu en refuge un certain nombre de têtes couronnées du monde entier. Hein, oui, il avait reçu Zog d'Albanie, il avait reçu Umberto qui était en exil aussi. Effectivement, d'ailleurs, ils se sont retrouvés tous dans la même
boîte de nuit que dirigeait mon père un soir. C'était un truc assez incroyable. 4 rois dans la même salle. C'était un événement hallucinant. On est dans une période de l'après-Seconde Guerre mondiale où la vie en Égypte c'est la Dolce Vita absolue. C'est la Dolce Vita absolue. Évidemment, on est très loin du voile et du niqab. Oui. On est dans une Égypte totalement cosmopolite, avec une communauté juive. D'ailleurs, la plupart des maîtresses de Farouk étaient, on sait pourquoi, d'origine juive, des Italiens, des Grecs, des Français. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi, absolument. Et donc, voilà, c'est une Égypte assez incroyable, où on entend parler Alexandrie, le turc, le grec, le français, l'italien. Avec une forme de liberté de la presse, de liberté politique en même temps. Alors oui, paradoxalement, il y a une liberté totale de la presse au Farouk, et il y a une liberté politique, c'est-à-dire que il y a de vrais partis. Vous avez cité le Waft, qui existe d'ailleurs de nos jours, qui est un parti nationaliste, et qui lui va d'ailleurs provoquer des cauchemars à Farouk et aux Anglais. Parce qu'ils veulent absolument mettre les Anglais à la porte et ils font des pressions et c'est ça qui fait que finalement Farouk se retrouve dans une position, c'est pas De Gaulle, c'est pas Churchill, c'est un gamin. Je veux dire, il prend le pouvoir, il a 16 ans, à 22 ans. Oui. Bon, donc voilà, mais c'est une Égypte. Mais certains vont essayer ce pouvoir de le récupérer. C'est-à-dire que bien sûr, quelques années après la fin de la guerre, on voit les fameux officiers libres dont vous nous parlez. Absolument. L'événement de 42 a beaucoup marqué les esprits. Et à partir de ce moment-là, il y a des officiers... 42, pour ceux qui nous rejoindraient en cours, je rappelle que c'est le moment où l'ambassadeur d'Angleterre en personne, avec des gens armés, entre armés jusqu'aux dents dans le bureau même du roi, et lui disent en gros, vous nous suivez ou vous abdiquez. Absolument. Et ce jour-là a beaucoup marqué les esprits. L'estime que le peuple avait pour le roi a beaucoup diminué. Et il y a eu un groupe d'officiers, qu'on a appelé les officiers libres, avec un certain Nasser à leur tête, qui ont commencé à réfléchir aux moyens de mettre les Anglais à la porte et de détrôner le roi. Paradoxalement, l'essentiel, c'était pas tellement de briser la monarchie. Puisque quand ils vont prendre le pouvoir en 52... ils vont se réunir autour d'une table et vont se poser la question, monarchie constitutionnelle ou république? Donc le roi n'était pas la cible, la cible c'était les Anglais. Et effectivement, il va se passer un événement majeur en 52, en janvier 52. Il y a eu des manifestations anti-britanniques au Caire. C'est des manifestations, parce que c'est quand même très spectaculaire. Quand on a les films de ça fait beaucoup de monde. Hein, et ça bouge beaucoup, très importante. Oui. Les Anglais ont estimé que les gendarmes, la police égyptienne n'a pas réagi comme il fallait qu'elle réagisse. Et donc, ils ont encerclé une caserne de gendarmes et ils ont ordonné aux gendarmes de sortir et de se rendre. Et l'officier qui dirigeait cette caserne a dit non, je ne me rendrai pas. Et il y a eu un assaut donné par les troupes britanniques. Alors imaginez les troupes britanniques, la qualité de ces soldats contre des miséreux avec quelques fusils pourris, etc. Ça a été un massacre. C'était en janvier 52. Cette date est très importante puisque le lendemain, il y aura ce qu'on a appelé l'incendie du Caire, où tout à coup, voilà, c'est Rome qui prend feu. Et là, le drame, c'est que Farouk n'agit pas. On ne sait pas où il est dans son palais. Il organise à ce moment-là, je crois, une fête en l'honneur de 6 mois de son fils. Enfin, on ne sait pas où il est passé, et le Caire est en flammes. Et c'est le moment où tout va vraiment basculer. Et on voit bien que le pays échappe totalement à Farouk. Le pays échappe à Farouk qui va devoir, pour cette fois, alors là, cette fois, c'est la fin de la monarchie égyptienne. Absolument. En juillet 52, les fameux officiers libres, avec Sadat. D'ailleurs, Sadat n'a pas pris part à la révolution, paradoxalement, parce qu'il y avait un mot de passe que tout le monde avait retenu, sauf lui. Donc, quand il est arrivé sur le point de rencontre, on l'a pas laissé rentrer. Donc, il n'a pas du tout participé à la révolution. Mais bon, Nasser, et donc ils sont arrivés au palais, Alexandrie, où se trouvait le roi à ce moment-là, parce qu'il avait plusieurs palais en Égypte, et l'ont sommé d'abdiquer. Et voilà, ça s'est fait dans la douceur. Alors, l'exil du roi Farouk va être un exil, justement, comme vous dites, dans la douceur, absolument, dans un léger parfum de scandale qui amuse un peu tout le monde. Il meurt à Rome. Non, mais dans un restaurant. Il ne pouvait pas mourir ailleurs que dans un restaurant. En 65, c'est ça? Il est mort en, je ne sais plus, 65 apparemment, oui. Oui, c'est ça.
Et donc finalement, il va dans ce restaurant, il va commander un repas gargantuesque comme il en a l'habitude, et puis tout à coup, crise cardiaque, et il va s'écrouler sur la table. On l'a empoisonné comme certains journalistes. Mais non, c'est une légende. On a raconté que son fils Fouad est persuadé que Nasser a empoisonné son père, mais il n'y avait aucune raison. Il ne représentait aucun danger. Il n'a jamais tenté la moindre manifestation anti-nassérienne. Il n'a jamais prononcé de discours à l'étranger. Donc, vous parlez du prince Fouad. Il y a une famille royale d'Égypte aujourd'hui. Quel est son rôle ? Absolument. Il y a il y a l'héritier de la couronne qui avait 6 mois à l'époque, qui est donc Fouad II. Qui vit à Genève et qui lui parle encore l'arabe et qui a la nostalgie évidemment de son père et de ses années, qui est entouré d'objets qu'il tente de récupérer ici et là. Au moment de la nouvelle révolution égyptienne, là, il y a quelques années, il a été question d'une restauration éventuelle. Est-ce que le nom de Farouk est revenu ? Non, mais le nom de la monarchie revient souvent dans la tête des Égyptiens. Ils ont une espèce de nostalgie de cette époque. Moi, je connais plein d'amis qui restent monarchistes et qui rêvent de voir Fouad prendre la succession, mais évidemment, c'est une utopie. Merci beaucoup Gilbert Sinoué. Le royaume des deux mers donc sort chez De Noël. Le colonel et l'enfant roi, édité chez Lattès, c'était en 2006. Et puis Christophe Dard, pour préparer notre récit d'aujourd'hui, s'est beaucoup appuyé sur l'ouvrage de Caroline Curran qui s'appelle Le roi Farouk, un destin foudroyé, aux éditions Rive-Neuve. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous restons, n'est-ce pas, en Égypte et chez Farouk. Oui, visiter les hôtels où la mémoire de Farouk est encore très présente, et c'est Lorena Martin, notre guide. Bonjour Lorena. Bonjour, c'est assez luxueux, assez plaisant. Oui, c'est un hôtel mythique, notamment l'hôtel Mena House au Caire, qui est situé juste à l'extérieur du Caire, au pied de la célèbre pyramide de Khéops. On est au cœur de Gizeh, et le Mena House date de 1860. À l'origine, c'était un pavillon de chasse destiné au khedive Ismaël Pacha. Il l'utilisait vraiment comme lieu de détente quand il allait chasser. Celui de la grande bête dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Et en 1869, à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, ce pavillon est agrandi pour faciliter notamment la visite de l'impératrice Eugénie. On va même jusqu'à créer une route qui est construite entre le Caire et les pyramides. Et pour des raisons politiques, ensuite, le khedive se sépare de ce pavillon. Il le vend à un riche couple d'Anglais, les Heads, et ce sont eux qui vont l'agrandir, qui vont le baptiser notamment par Mena House, du nom qui est du roi de Ménès. Oui, de Ménès, c'est ça, le père fondateur de la première dynastie, du roi, voilà. Exactement, égyptienne. Et donc 2 ans après, en 1885, il est vendu cet hôtel à un autre couple d'Anglais qui rachète Mena House, c'est les Lock Kings, et c'est eux qui vont vraiment le transformer en hôtel. Il passe de résidence privée à hôtel, et les premiers clients arrivent dans les années 1887. Ils l'agrandissent, vraiment conserve cette touche orientale très agréable. Aujourd'hui, il appartient au groupe Marriott. Quand on voit le grand sourire de Gilbert, on s'imagine que c'est un hôtel très agréable. C'est un hôtel magique, à condition d'habiter dans les anciennes l'ancienne aile, oui. Et c'est évidemment donc le roi Farouk qui a été l'un des hôtes les plus fidèles de cet hôtel, qui a accueilli de très nombreuses personnalités. Arthur Conan Doyle, Winston Churchill, Richard Nixon, Charlie Chaplin, Frank Sinatra. Vraiment, la liste est très longue, et on raconte même qu'Agatha Christie a écrit une partie de ses romans policiers lorsqu'elle accompagnait son mari archéologue. Et il y a une sorte de... je dirais de deuxième adresse. Oui, en fait, si vous voulez, à l'occasion donc de la visite de l'impératrice Eugénie, comme le khedive Ismaël Pacha était tombé sous le charme de l'impératrice, il était fou amoureux. Il lui a voulu lui construire 2 palais, donc le Mena House et le palais de Gizeh, Gezira Palace. En fait, c'est un petit palais sur le Nil en plein centre du Caire, à Zamalek, et donc c'est également un hôtel Marriott aujourd'hui. Il fait construire donc ce sublime palais dans le style néoclassique. Il s'entoure des meilleurs architectes, notamment Diebitsch, qui va à Grenade s'inspirer de l'Alhambra avec ses belles arcades, etc. C'est vraiment un vrai palais des 1001 nuits, absolument sublime. Le banquet de noces du remariage, du deuxième mariage avec Nariman. C'est ça, du roi Farouk, a eu lieu sur un bateau là juste devant. En face du palais, vraiment, parce que cette vue est sublime. Autre temps, autre mœurs. Merci beaucoup Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et comme tous les lundis, c'est une expression que vous allez nous expliquer, Franck. Alors celle-ci est de saison, puisque vous allez nous parler de la douche écossaise. C'est vrai que quand on passe du soleil
à 15 degrés de la pluie. C'est un peu la douche écossaise. Ça vient d'où cette expression? Alors, vous savez que les anciens, dans les thermes notamment, utilisaient ces alternances de phases d'eau chaude et phases d'eau froide. C'était pas forcément sous la douche d'ailleurs, c'était plutôt on se baignait, on s'immergeait tout simplement. On fait ça depuis l'Antiquité. On a reconnu des vertus thérapeutiques à ces changements de température. Et dans l'Europe du Nord et en Russie d'ailleurs, on a pratiqué aussi ce système de variation. On fait monter la chaleur du corps dans un sauna et puis ensuite, c'est d'origine finlandaise ça. Et puis ensuite, on va se plonger dans un bain d'eau glacée, etc. Et c'est au milieu du XVIIIe siècle qu'apparaît la douche. Alors cette douche dite écossaise, au départ, n'a des vertus que médicales, une dimension purement médicale. À partir du XIXe siècle, on va commencer à utiliser ça dans des centres d'hydrothérapie, notamment et même d'abord en Écosse, d'où l'expression douche écossaise. L'expression au figuré, quand on parle d'une douche écossaise pour parler de bonnes nouvelles et de mauvaises, puis de bonnes, puis de mauvaises, ça c'est une expression qui va naître vers la fin des années 1930. Aujourd'hui, c'est devenu une expression extrêmement courante. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.